Bonsoir, bienvenue sur Al24 News et une nouvelle édition spéciale. L'Algérie tout à fait prête à accueillir le prochain sommet arabe. Ahmed Aboulghait l'a attesté. Le secrétaire général de la Ligue arabe était ces 2 derniers jours en visite de travail à Alger. Hier, après avoir inspecté en compagnie du ministre des Affaires étrangères Lamtal Lamamra plusieurs structures et services qui abriteront les travaux du sommet, Aboulghait l'a clairement souligné. Les préparatifs du sommet connaissent un état d'avancement très sérieux, ce qui confirme selon lui que le rendez-vous prévu, pour rappel, le 1er novembre prochain sera un succès. Le véritable succès résidera sans doute dans le fait de garantir une très large participation des chefs d'État arabes lors de ce rendez-vous, réunir les dirigeants arabes autour d'une même table pour débattre justement des défis de l'heure dans un contexte international, vous le savez, très tendu. On revient sur les défis auxquels est confronté le monde arabe ce soir avec mes 2 invités. Riyad Sidawi, bonsoir. Vous êtes politologue, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale et vous intervenez avec nous depuis Genève. Bonsoir, monsieur Sidawi. Bonsoir. Est avec nous également monsieur Hassan Qassimi, analyste expert en géopolitique. Bonsoir, monsieur Qassimi. Bonsoir madame. Alors si on devait évoquer cette visite du numéro 1 de la Ligue arabe à Alger, monsieur Hassan Qassimi, que peut-on dire sur cette visite et ses déclarations? Il n'y a plus de doute, le sommet arabe va bel et bien se dérouler à Alger, malgré les rumeurs relayées ces derniers temps sur tantôt l'annulation du sommet et tantôt sur son report. Vous savez, on a dit beaucoup de choses au sujet du déroulement de ce sommet arabe qui devait intervenir le mois de mars passé. Vous savez très bien que les réunions de la Ligue arabe se déroulent de manière cyclique chaque année, le mois de mars. Mais vous devez aussi savoir que depuis 2019, la réunion de la Ligue arabe ne s'est pas tenue, celle de 2020 et de 2021. Et 2022, vous avez vu, oui. La date a été reportée après plusieurs, bien sûr, pourparlers, plusieurs négociations. En fin de compte, il a été décidé à ce qu'elle soit reportée et vous avez appris dernièrement que la réunion de la Ligue arabe doit se tenir le 1er et le 2 novembre et elle se tiendra bel et bien à Alger, malgré toutes les péripéties que nous avons rencontrées, que nous avons vues. Bien sûr, il y a eu quelques volontés qui étaient minoritaires et marginales, oui, qui ont tout fait pour que cette réunion ne se tienne pas à Alger. Voilà, en quelques mots, les premières observations que je pourrais vous livrer. Alors j'aimerais continuer à évoquer l'intérêt d'organiser le prochain sommet arabe à Alger. Monsieur Riyad Sidawi, au-delà de la symbolique qui est, on le sait, importante, d'un point de vue politique et géopolitique, les enjeux sont tout aussi importants. Absolument, absolument. Moi, je reprends la phrase du président syrien Bachar al-Assad. Il a donné une interview à la chaîne russe Russia Today en langue arabe, Bruxelio. Il a dit, dès qu'il s'agit de l'Algérie, on a de l'espoir. Dès qu'il s'agit de l'Algérie, on a de l'espoir. Dès qu'il s'agit d'Alger, on a de l'espoir que peut-être cette fois-ci, les Arabes vont faire quelque chose pour la cause palestinienne, pour leur unité. Depuis la création de la Ligue arabe, il y a eu des objectifs. À titre d'exemple, la circulation des individus, la libre circulation des individus, la libre circulation des marchandises, ça veut dire un seul marché, mais rien n'a été réalisé. Si je défends aujourd'hui l'opinion publique arabe, je veux dire qu'on est totalement déçu de cette Ligue arabe qui n'a rien donné au peuple arabe. Peut-être le dernier sommet, c'était en 1973. Là, les Arabes étaient unis contre Israël, mais depuis, cette Ligue a été disloquée. D'ailleurs, elle a participé même à la destruction des États arabes comme l'Irak ou la Libye. Elle a donné à l'OTAN une autorisation ou un soutien afin de détruire Tripoli ou la Syrie. Donc, aujourd'hui, on a d'espoir parce qu'il s'agit d'Alger, il s'agit des valeurs de novembre 54.
il s'agit d'un pays souverain qui est l'Algérie. L'Algérie défend la souveraineté, l'indépendance, parce que c'est une souveraineté et une indépendance qui a été acquise après une longue guerre, plus qu'un million de martyrs. Donc, c'est l'espoir. Vraiment, cette fois-ci, c'est l'espoir que certains objectifs peut-être seront réalisés, au moins le soutien à la cause palestinienne, le soutien aux Palestiniens qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Vous l'avez dit, Monsieur Sidaoui, l'Algérie représente l'espoir de voir donc les pays arabes unis autour des causes qui les réunissent. Donc, Aboul Gheit, justement, s'est attardé sur le contexte international dans lequel intervient ce sommet. Dans un entretien accordé en exclusivité à Al-24 News, il a évoqué l'importance pour les dirigeants arabes d'accorder leur violence. Je vous propose de l'écouter. Le risque de confrontation entre les grandes puissances augmente, bien qu'il ait toujours existé avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il est donc très important pour les pays arabes et leurs dirigeants de se concerter autour du contexte international et de faire des propositions sur la manière adéquate à adopter pour se prémunir des conséquences de cette guerre. Il s'agit d'une occasion propice pour le monde arabe. Il y a actuellement une proposition sur la table examinée conjointement par le secrétariat général de la Ligue arabe et le pays hôte du sommet qui consiste à réunir à huis clos tous les dirigeants arabes pour se concerter dans le cadre du sommet afin de parvenir à une meilleure concertation et coopération sur ce sujet. Alors, dans un contexte grave dans lequel évolue le monde actuellement, le rêve peut-il devenir réalité, Monsieur Qassimi? Vous savez, dans les relations internationales, on ne rêve pas. Dans les relations internationales, c'est la réelle politique, c'est la prise en charge des défis, c'est la prise en charge des événements qui se déroulent sur le terrain, dans l'espace et dans le temps. Maintenant, en ce qui concerne, pour revenir au monde arabe, il faut dire une chose qui est très importante, c'est que l'état du monde arabe est préoccupant, les rangs des pays du monde arabe sont divisés, et le défi encore plus important de la Ligue arabe qui doit se dérouler à Alger, c'est que nos diplomates et les pouvoirs publics, les autorités politiques algériennes vont mobiliser tous les moyens pour essayer d'unir les rangs, pour essayer de réduire le champ des litiges, le champ des divergences pour pouvoir arriver à, bien sûr, à adopter un certain nombre de recommandations ou de résolutions dans l'intérêt de la nation arabe qui actuellement est malheureusement divisé sur le plan international et le monde arabe ne parle pas d'une voix commune, ce qui fait que dans les relations internationales, notre position est plus ou moins fragilisée et nous n'arrivons pas en tant que bloc politique à nous imposer et à défendre nos intérêts. Alors dans le contexte actuel, Monsieur Sidaoui, dans un contexte d'une éventuelle confrontation entre les grandes puissances dans le monde, il est important d'unifier les rangs des pays arabes? Absolument, je pense même que c'est une occasion, une opportunité historique. Ça nous rappelle l'âge d'or des Arabes, les années 60, quand ils étaient unis, quand ils avaient des objectifs clairs et nets, libérer la Palestine, défendre la cause arabe, se libérer des colonisateurs français ou britanniques. Donc, ça sera aussi une opportunité de renaître cet âge d'or. Ça veut dire on ne peut plus aujourd'hui détruire, envahir l'Irak ou détruire Tripoli et la Libye par l'OTAN. Aujourd'hui, il y a un certain équilibre, donc on peut jouer la carte de la neutralité positive, le non-alignement, mais positif aussi. Ça veut dire on ne sont pas des robots afin de dire que on ne soutient pas la Chine sur telle ou telle question, on ne soutient pas la Russie sur telle ou telle question, parce que je pense que la Chine ou la Russie, entre autres, défendent aussi leurs intérêts. Leurs intérêts, mais aussi ça pourrait être un point commun avec pas mal des États arabes. Je pense aussi que ce conflit a donné une chance à des pays jadis qui sont alignés
à la ligne américaine. Je parle sérieusement de l'Arabie Saoudite ou des Émirats Arabes Unis qui a imaginé que le président américain Joe Biden essaie de téléphoner à Mohammed Ben Salman ou à Mohammed Ben Zayed et il refuse de répondre. Et ils ont insisté qu'on est obligé, on est convaincu de protéger nos accords avec la Russie, OPEC+. Donc, on ne peut pas imaginer avant cette guerre de telles positions. C'est pour cette raison, aujourd'hui, les États arabes, les chefs de gouvernement, les chefs d'État doivent comprendre que le monde a changé. On a devant nous une opportunité historique qui pourrait renaître l'âge d'or. Il ne faut pas la rater cette fois-ci. Unir nos forces. C'est fini l'alignement vis-à-vis des Américains. Ceux qui ont des bases militaires n'ont pas besoin aujourd'hui, surtout quand on parle des bases militaires occidentales. Et c'est notre opportunité historique. Il est vrai que ce conflit en Ukraine impose des défis communs aux pays arabes, Monsieur Hassan Qassimi. Donc les pays arabes sont appelés plus que jamais à accorder leur violon. Vous savez, les dommages collatéraux de la guerre en Ukraine ont été terribles pour le monde et pour le reste des pays qui sont plus ou moins fragilisés sur le plan économique. Maintenant, pour revenir au monde arabe, vous devez savoir que le monde arabe a été non seulement fragilisé, mais il a été gravement déstructuré par les nations occidentales qui ont tout fait pour l'affaiblir et bien sûr pour le mettre sous une position qui est malheureusement très très préjudiciable aux intérêts de nos pays, c'est d'être pratiquement une petite province d'une nation occidentale qui sert des intérêts bien précis mais qui n'a jamais servi les intérêts du monde arabe. Et là, je vous dirai autre chose, je vous parlerai du processus de normalisation qui s'est, avec l'entité sioniste, qui s'est développé après les accords d'Abraham, qui se sont développés avec une normalisation à pas feutrés et en silence, malheureusement au détriment de la cause palestinienne qui a été sacrifiée par certaines entités, certains partenaires qui ont malheureusement fait passer des intérêts de l'antisionisme aux dépens des intérêts de la nation arabe et des intérêts de la Palestine. Et ce dossier de la normalisation, je vous dirais que certainement il sera inscrit à l'ordre du jour et il prendra une part très importante parce que les conséquences sécuritaires de la normalisation avec l'antisécessionnisme, l'Algérie certainement abordera cette question pour parler de cet aspect qui menace notre sécurité et notre stabilité. Alors, on connaît tous, et vous l'avez très bien souligné, le contexte dans lequel évolue le monde arabe, marqué, vous l'avez dit, par de profondes divisions autour de sujets sensibles. Monsieur Riyad Sidawi, comment faire pour pouvoir réunir donc les idées, les points de vue, pour tenter un petit peu de rapprocher, de faire converger les points de vue des uns et des autres? Malheureusement, comme j'ai dit, la situation, elle est chaotique. Je parle pour nous, les peuples arabes, hein, et c'est inacceptable. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi je peux aller dans certains pays arabes, des États arabes, avec mon passeport suisse sans visa, alors dès que je présente mon passeport tunisien, ils m'exigent un visa et en plus, ils ne me le donnent pas. Et après, on dit qu'on est dans la même ligue arabe, on est des frères. Je parle amèrement parce que là, je défends les peuples arabes et pas les gouvernements arabes. Cette ligue qui doit défendre militairement tout pays arabe attaqué par l'étranger. Alors, on a vu que cette ligue, ou ceux qui ont dirigé cette ligue au Caire, ils rassemblent et ils mobilisent afin de détruire des pays frères, comme l'Irak, la Syrie, la Libye. Bref, ça c'est l'histoire. C'est pour cette raison que je parle d'une manière amère et j'ai confiance parce qu'on a l'espoir puisque ce sommet va avoir lieu à Alger. Donc aujourd'hui, comme je dis, c'est une chance, mais on ne comprend pas, personnellement, je ne comprends pas rationnellement, scientifiquement, économiquement, pourquoi certains États arabes normalisent leurs relations avec l'entité sioniste
au détriment d'intérêts palestiniens, sans même collaborer ou consulter les autorités palestiniennes qui sont très très modérées. Et moi, je la considère comme une haute trahison à la cause palestinienne. J'ai toujours le même discours des années 60, oui. Je la considère comme la haute trahison de signer, en plus que normaliser, signer des accords militaires et des services secrets et sécuritaires, mais contre qui? Oui. Contre vos frères algériens, contre vos frères palestiniens. C'est pour cette raison, je dis que la situation n'est pas rose actuellement. On a d'espoir que ça change, puisque le monde a changé. J'espère que des chefs d'État arabes aussi changent leur mentalité et ils s'adaptent à ce nouveau monde. Alors, vous avez parlé de la normalisation. Monsieur Hassan Qassimi, on l'a vu, ce point constitue la véritable pomme de discorde et il existe un fossé entre la volonté populaire et donc les pouvoirs exécutifs dans le monde arabe. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire actuellement? Vous savez, le processus de normalisation qui s'est fait avec l'entité sioniste ne peut être considéré que comme une trahison, non seulement de la nation arabe, des populations arabes et de la cause palestinienne. Et là, croyez-moi, cette normalisation s'est faite dans une situation et dans une conjoncture régionale où des États plus ou moins, des gouvernants plus ou moins affaiblis ont cherché une protection de l'entité sioniste pour pouvoir encore rester au pouvoir. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la situation au Moyen-Orient, au Maghreb, et là, ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est qu'au Moyen-Orient, l'entité sioniste n'est plus cette superpuissance qui faisait peur à tout le monde. Et là, vous devez aussi savoir que l'entité sioniste perd de l'influence au Moyen-Orient pour la simple raison qu'il y a de nouvelles données qui ont fait qu'avec l'arrivée de la Russie en Syrie, les données ont changé. Il y a un équilibre des forces plus ou moins apparent qui est en train d'intervenir sur la scène politique, sur la scène militaire et sur la scène et bien sûr sur la scène sécuritaire. Et là, avec tous ces équilibres, le champ d'intervention nocif et nuisible de l'entité sioniste est en train de se réduire. Vous avez vu dernièrement l'entité sioniste qui a pratiquement agressé la Syrie en bombardant l'aéroport de Tripoli, ce qui a valu un avertissement de la part des Russes à l'entité sioniste. Et là, il y a pour le futur des événements douloureux qui risquent de se dérouler avec le Liban, avec l'Irak, et l'Irak aussi a été victime d'une attaque et d'un bombardement de l'entité sioniste. Donc le feu est au Moyen-Orient en train de couver et il peut emporter sur ce sillage beaucoup de pays s'il y a une guerre qui risque d'embraser toute cette région. Donc dans tout cela, la normalisation est une menace à la sécurité des États arabes qui doit être revue, rediscutée, réexaminée en tenant compte des intérêts de la nation arabe en tant que bloc. Et là, je voudrais insister sur ce point pour la simple raison que maintenant, les pays arabes, aussi bien dans le Maghreb qu'au Moyen-Orient, sont conscients de la nécessité de constituer un bloc politique et économique en mesure de peser très lourd dans les négociations internationales. Et là, les pays arabes ont des atouts très forts. C'est de grands producteurs de pétrole et de gaz et aussi des pays qui ont beaucoup de richesses et de ressources minières comme l'Algérie. Donc, c'est des pays qui ont des moyens de pression très très importants et qui peuvent influer sur le déroulement des événements sur le plan régional et international. Et ce sommet qui se tiendra prochainement à Alger, croyez-moi qu'il sera sous l'œil vigilant des nations nantis qui vont suivre de très près les résolutions et les décisions qui seront prises. Sans aucun doute, elles seront prises pour renforcer le camp de la nation arabe, de renforcer la position des pays arabes sur le plan régional et sur le plan international.
Oui, les défis sont de taille, Monsieur Hassan Qassimi. L'entité sioniste, et vous l'avez évoqué, constitue un réel danger. On l'a vu, l'entité sioniste qui bombarde dans un pays comme la Syrie, un pays souverain, un pays arabe. Comment contrer justement ce danger? Comment faire pour peser sur l'échiquier international actuellement? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, monsieur Sidawi, toujours sur ce point? Malheureusement, il y a un article de la charte de la Ligue arabe qui stipule et qui impose la défense arabe commune contre toute agression étrangère. En principe, si la Syrie a été attaquée par Israël, tous les États arabes doivent déclencher la guerre contre Israël. Je parle au plan théorique, mais au plan pratique, malheureusement, d'ailleurs, le grand complot international, je suis politologue de Suisse et de Genève, je pèse mes mots. Je parle d'un grand complot international qui a visé la Syrie et j'ai un argument parmi d'autres. Roland Dumas, ex-ministre des Affaires étrangères françaises, a dit à une chaîne de télévision française, 2 ans avant la crise syrienne, ça veut dire 2009, j'étais à Londres, mes homologues britanniques m'ont contacté, m'ont dit, on prépare un coup contre le régime syrien, contre Bachar al-Assad, on entraîne des groupes armés, arabes et autres. Et quand le journaliste français lui a posé la question, mais pour quelle raison, il a répondu, c'est un régime qui ne veut pas conclure un accord de paix avec Israël, qui soutient la résistance palestinienne, qui soutient la résistance libanaise. Alors, ça, tout est planifié. Malheureusement aussi, je reprends les propos sans citer son nom, d'un ex-ministre des Affaires étrangères arabe d'un pays de Golfe. Il a dit à la BBC ou à sa chaîne nationale, nous et nos frères, on a payé des milliards et des milliards de dollars aux rebelles qui sont des terroristes contre le régime syrien. Et on n'a pas réussi à le faire tomber. Je le dis d'une manière amère. Mais si j'ai publié 4 livres sur ce sujet, je suis témoin. Donc, oui. Aujourd'hui, évidemment, on doit avoir un réveil arabe. Un réveil arabe, ça veut dire, aujourd'hui, le monde a changé. Il y a des indices positifs de la part de l'Arabie saoudite, même des Émirats, avec leur respect des accords OPEC+. Ils n'ont pas réagi aux sollicitations américaines ou aux ordres américains. Donc, il y a une nouveauté, il y a une nouvelle donne, si vous voulez. L'Algérie doit beaucoup investir dans cette nouvelle donne, c'est protéger nos richesses, que ce soit du pétrole, ou du gaz, ou phosphate ou autre, et unir et peut-être renaître les anciens projets, la libre circulation des individus, la libre circulation des marchandises, ça veut dire un seul souk, un seul marché arabe, et pourquoi pas aussi activer l'article de la défense arabe qui a été bel et bien activé pendant la guerre d'octobre 1973. Il y a de l'espoir cette fois-ci, puisque c'est Alger, je répète toujours, on a de l'espoir. Alors, dénoncer les projets expansionnistes du régime sioniste, mais également sa politique de colonisation, revient donc à dire que, si vous voulez, que la cause palestinienne demeure centrale dans les préoccupations du monde arabe. Monsieur Hassan Qassimi, il est important de faire revenir la cause palestinienne au débat dans le monde arabe. Vous savez, c'est un dossier important qui sera sans aucun doute à l'ordre du jour de la réunion de la Ligue des États et dignitaires arabes. Et il sera placé, bien sûr, en bonne place. Et là, l'Algérie, certainement, devra influer de manière très forte en essayant de faire valoir le principe du droit des peuples à l'autodétermination, aussi bien en Palestine qu'au Sahara occidental. Bien sûr, tous les dossiers ne sont pas, bien sûr, il n'y a pas un consensus sur tous les dossiers, mais l'Algérie a les moyens pour essayer d'arranger et de un peu rapprocher les points de vue des uns et des autres pour arriver sur des consensus forts.
Parce que le plus important dans toute cette réunion qui se déroulera le 1er et le 2 novembre, c'est d'arriver à des décisions d'un caractère stratégique qui puissent défendre les intérêts de la nation arabe. Et là, il faudrait revenir à la situation de certains pays arabes qui se sont transformés en sous-traitants de l'entité sioniste, comme le Maroc, qui pratiquement a été transformé au niveau du Maghreb en une plateforme de déstabilisation régionale. Vous avez vu l'entité sioniste qui s'est installée avec armes et bagages au Maroc, avec tous ces plans de subversion qui sont en train de se mettre en place dans l'objectif est de parasiter l'Algérie, déséquilibrer ou déstabiliser. Mais là, croyez-moi que l'Algérie est un pays qui est très fort sur le plan institutionnel, que ses institutions sont résilientes. Et croyez-moi, vous voyez ce qui se passe actuellement au Maroc, la révolution, et je pèse bien mes mots, la révolution grande, et la population, pour la première fois, a réussi à casser tous les tabous qui pratiquement sont sacrés au Maroc. Et la population demande maintenant le départ de la famille royale, une famille féodale, une famille despotique, tyrannique, et qui a pillé les richesses de ce pays. Et là, croyez-moi, qu'il y aura certains pays comme le roi du Maroc qui essaiera par tous les moyens de parasiter cette réunion. Mais vous devez savoir que l'Algérie a pris toutes les dispositions pour que cette réunion réussisse grâce à la force et grâce aussi à la compétence de nos diplomates du ministère des Affaires étrangères qui ont joué un grand rôle. Merci Monsieur Qassimi. Merci beaucoup Monsieur Qassimi. Monsieur Riyad Sidawi, sur ce point, toujours sur la cause palestinienne qui, ces derniers temps, ces dernières années, a été reléguée au second plan, ce qui a permis un petit peu à l'entité sioniste de poursuivre ses projets expansionnistes, même au-delà de la région du Moyen-Orient. Il est important donc de faire revenir cette cause sur la table du débat entre les différentes parties et parvenir à un consensus. Absolument, absolument. Il faut faire savoir à ces États qui ont normalisé avec l'entité sioniste que ça a été au détriment du peuple palestinien. Oui. Je répète, vous n'avez pas même consulté l'autorité de Ramallah. Monsieur Abou Mazen, qui est très, très modéré, même pour la scène politique internationale et pour les Américains. On ne peut pas trouver plus modéré que Monsieur Mahmoud Abbas, Abou Mazen, mais il a été étonné, choqué, mais dit au moins, on organise ces négociations, au moins vous nous consultez, on vous aide, au moins on collabore et on vous utilise comme des cartes de pression contre l'entité sioniste. À l'époque, je me souviens, un ministre des Affaires arabes qui dans son pays a normalisé les relations, je ne veux pas citer son nom, il a dit, écoutez, on a signé un accord de paix avec Israël, alors son pays n'a jamais été en guerre contre Israël, et notre condition, c'était que les Israéliens arrêtent la colonisation, il n'y aura plus de colonies israéliennes. Alors, nous savons bien que les Israéliens n'ont jamais arrêté la colonisation et ils chassent les Palestiniens de leur maison. Ils détruisent les maisons des Palestiniens et ils prennent leur place. Alors, je dis, écoutez, au moins, vous dites à l'entité sioniste, vous nous avez enrôlés sur farine, vous n'avez pas respecté nos accords, on annule ces accords, au moins. Mais silence radio, évidemment, parce que nous savons bien que c'est une normalisation arbitraire, moi je pense, gratuite, totalement gratuite, sans aucun prix, je pense pas. Peut-être, ils pensaient que le cœur de Washington, c'est l'entité sioniste, et si on normalise avec Israël, Washington va nous aider, va nous aider de gouverner, va protéger nos trônes. Je dirais peut-être, puisqu'on remarque que ce sont des monarchies qui ont normalisé avec l'entité sioniste, mais je pense aussi que c'est une illusion, c'est un mirage, c'est une haute trahison pour la cause palestinienne. Je pense que tous les Arabes pensaient de la même façon. Merci Riyad Sidawi pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes politologue, président du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro d'édition spéciale. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.